Été 1942. Les Français s'étourdissent pour oublier l'occupation allemande. Simone de Beauvoir écrit alors « Nous voulions seulement arracher à cette confusion quelques pépites de joie et nous saouler de leur éclat, au défi des lendemains qui déchantent. » C'est pour comprendre cette fureur de vivre que le journaliste et historien Patrick Buisson a écrit « Les années érotiques », qui raconte une occupation encore taboue. Dans toutes les périodes où la mort est présente, l'instinct de vie s'affirme. Il cherche à s'affirmer. Il s'affirme sous les bombardements parce que la vie est menacée, parce que le danger rôde, parce que la peur est là. Et le sexe, en période de guerre, c'est le révélateur maximal des mentalités, à travers les comportements. Des comportements hors normes que nous allons vous montrer grâce à des témoignages inédits et des images rares, filmées essentiellement par des Allemands. Ils donneront corps à cette histoire troublante de l'occupation, où le temps de guerre touche tous les individus, au plus intime. Comme ces femmes martyrisées à la Libération pour avoir couché avec l'ennemi, l'Allemand. Tout commence un jour de juin 40, un jour inoubliable pour la jeune ouvrière normande Gisèle Guillemot, future résistante. J'étais complètement suffoquée, voir débarquer comme ça toute une horde de beaux militaires bien fringués sur des motos toutes neuves. C'est impressionnant et c'est aussi démobilisant. Je me suis dit, comment on va venir à bout de tout ça? C'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Quand je vois toute cette force. Le 14 juin, Paris est déclarée ville ouverte. L'armée allemande parade pendant plusieurs jours dans la capitale. Amers, les Parisiens contemplent le défilé du Troisième Reich, victorieux. Le chroniqueur mondain Richteluber décrit « Les troupes font une entrée d'opéra de Wagner, avec leurs casques d'acier reluisants et leurs tanks bien fourbis. Elle laisse bouche bée les ménagères de l'avenue Kléber, les concierges de partout, qui regardent ces hommes plus frais que s'ils sortaient de chez le coiffeur. » Une allure dont se souvient Max Bayer, ancien soldat de la Wehrmacht. Moi, personnellement, on a quand même été assez fiers. Déjà, était en uniforme, on était bien, qu'on devait être plus propre qu'en Allemagne. C'était seulement la consigne qu'on ne se présentait pas comme n'importe qui. Le corps a une visibilité qu'il n'avait pas durant les précédents conflits. Et c'est dû d'ailleurs, pour partie, à l'acception qu'en donne le national-socialisme et les États totalitaires fascistes qui font du corps des jeunes hommes un élément emblématique de la virilité, de l'énergie, de la dynamique de la nation. Et il y a incontestablement une espèce d'aura érotique. Ce sont des jeunes hommes victorieux et il se dégage un charisme, une force de séduction qui va troubler et perturber bien des consciences, et même au-delà des consciences, bien des sensibilités, je dirais même des sensualités. Un prestige dont la jeune Benoîte Groux, future écrivaine, a pu constater les effets sur certaines. Oui, ils étaient beaux et bien nourris, et bien habillés, et vainqueurs. C'est fou ce que ça donne une aura d'être vainqueur. Et ça m'a paru beau et horrible, parce que certaines filles couraient après leur charme. Mais nous étions élevés patriotiquement, catholiquement, enfin bref, on n'avait pas du tout le droit de regarder ça. On avait le souvenir, nous, de nos petits soldats qui rentraient du front de la ligne Maginot, courant vers le sud, enfin, de la défaite, de l'horreur, d'une humanité un peu terrorisée. Les hommes français ont été défaits en juin 40.
Et on donnait d'eux l'image, alors que beaucoup se sont bien battus, il y a eu 100 000 morts durant la campagne de France, d'une armée incapable de faire face à l'armée allemande. Le spectacle de centaines de milliers de prisonniers, encadrés par quelques soldats allemands, a déprécié l'image masculine. Les hommes avaient failli à leur mission qui était de protéger la nation, de protéger les femmes. Et l'une des vieilles métaphores de la guerre et de l'invasion, c'est bien de personnifier le vainqueur et le vainqueur ayant toujours les traits du mal, le vaincu, celui de la femme. Et c'est bien d'ailleurs ce développement allégorique qui va servir de toile de fond à la collaboration. La collaboration, c'est la voie imposée à Pétain avant de devenir un choix politique. Les plus optimistes croient qu'il joue un double jeu pour permettre à la résistance de continuer la guerre. Mais la triste réalité, c'est l'impuissance devant un armistice impitoyable où la France est violée et humiliée. La Wehrmacht occupe plus de la moitié du pays, désormais coupée en 2 zones par une ligne de démarcation. Les Français ne peuvent pas la traverser sans l'autorisation des Allemands, le précieux Ausweis. Contre toute attente, les occupants aident les autorités françaises à remettre le pays en état. Mais c'est dans leur propre intérêt qu'ils effacent les destructions de la campagne de France et ravitaillent les Français perdus sur les routes de l'Exode. Les Allemands en font beaucoup, à tel point que Simone de Beauvoir témoigne dans son journal de guerre. Le fait est qu'ils étaient sympathiques au possible, prévenants et discrets, tout empressés à rendre service. Leur consigne est d'aider et de respecter la population, surtout les femmes et les enfants. Population abandonnée, faites confiance aux soldats allemands. Affiche très célèbre qui représente un soldat allemand tenant dans ses bras un enfant et un autre qui est au bas de l'affiche et qui regarde avec une sorte de regard de confiance. Le soldat allemand qui est censé remplacer comme protecteur le soldat français défaillant qui vient d'être fait prisonnier lors de la campagne de France. Au moment de l'Exode, mes parents se sont dit si les Allemands arrivent à Paris, elles vont être violées comme les Allemands, comme on disait depuis 14-18. Donc on nous a mises dans un train comme 2 paquets. On avait 14 et 18 ans pour la maison de mes grands-parents à Concarneau. Et puis, au bout de 3 mois, on a vu que les Allemands étaient très corrects, comme on dit. Toute ma jeunesse, j'ai quand même pensé que l'occupation, ça se passait quand même d'une façon assez correcte. En vue d'œil, on a quand même eu l'idée qu'on se présentait bien en France. D'abord, ça a été une surprise, car il y avait le précédent de 1870 et 1914, où l'armée prussienne s'est montrée d'une extrême violence avec les populations civiles. Notamment les viols sur les femmes faisaient partie, je veux dire, de l'économie de guerre classique. Eh bien, cette fois-ci, la différence des épisodes précédents, si j'ose dire, puisque c'est la 3e fois en moins de 70 ans qu'ils viennent visiter la France sans y avoir été invités, il y a des ordres très stricts du haut commandement de la Wehrmacht. Le viol sera puni d'une peine très sévère de forteresse pour les militaires qui s'y adonneront. Il y a beaucoup moins de viols lors de la campagne de France en 1940 qu'il n'y en a eu en 1914 et en 1870. Les Allemands s'installent en maîtres. Ils dominent Paris, le rêve jamais réalisé de la Première Guerre. Tout un réseau de casernes couvre la zone occupée. Un soldat écrit dans le livre d'or du foyer des Champs-Élysées « On se croirait à la maison ». Les Allemands sont partout, jusque dans les plus petits villages. Les gradés prennent leurs aises dans des maisons réquisitionnées et font le tour du propriétaire. Ils en oublient presque que c'est la guerre. L'armée d'occupation veut l'ordre et le minimum de problèmes avec la population occupée. Le futur auteur dramatique Pierre Barillet, alors âgé de 17 ans, s'en souvient.
Nous avons eu 35 Allemands dans la maison. Je dois vous dire qu'ils étaient, comme on dit, très corrects. Et il y avait un Feldwebel qui était vraiment assez sévère et qui tenait ses troupes à la perfection. Nous n'avons pas eu du tout de dégâts dans le jardin, dans la maison. L'opération Séduction bat son plein. Dès son arrivée, l'armée allemande donne des concerts sur les grandes places de Paris. Selon les renseignements généraux, des milliers de personnes y assistent. Mais la famille de Benoît de Groux, restée fidèle aux souvenirs de la Première Guerre, n'est pas dupe. Mon père ne nous aurait jamais pardonné d'aller à un concert d'Allemands et c'était notre façon de résister comme ça, bien féminine, bien timide. Comme j'avais un père très 14-18 qui les appelait encore les Boches, il ne s'agissait pas de regarder un Allemand, qu'il soit beau ou laid, on ne le savait même pas avec ma sœur. On avait décidé de fermer complètement son robinet à la séduction. Comme Benoît de Groux, beaucoup de Françaises cultivent l'indifférence. Mais chez certains, les langues se délient. La peur a laissé la place à la curiosité. Et parfois, la curiosité à la sympathie. J'ai trouvé la France formidable parce que j'ai bien vécu en France et puis j'avais pratiquement pas vu ou jamais senti un danger. J'avais quand même les contacts assez faciles et qu'on dise ou pas. En principe, on n'est pas trop mal aimés, les Allemands. Les soldats allemands sont favorisés par un taux de change avantageux. La vie de plaisir peut commencer. Ils sont vraiment heureux comme « Dieu en France », un vieux dicton allemand. Le titre d'un livre des années 20, « Dieu est-il français ?» Vivre comme Dieu en France. J'ai toujours dit, on ne peut jamais écrouler la France parce que c'est le pays pratiquement géographiquement et culturellement, etc. C'est un des pays quand même les plus riches du monde pour bien vivre. C'est le pays de l'art de vivre. L'art de vivre avec ce qu'il comporte de dimensions, je dirais même féminines. La table, effectivement, les paysages, les bons vins. Pour les soldats allemands, l'été 40 a comme un goût de grandes vacances. Leur fantasme principal, ce sont les Françaises. Et surtout, les jolies Parisiennes. Elles sont une quintessence absolue, le produit suprême de l'Occident, s'enthousiasme le deuxième classe Hartlaub dans une lettre à sa famille. Les soldats jouent aux touristes comme ici à Pigalle, où un fantassin de la 30e division s'émerveille. On nous montre sur scène des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer, même dans nos plus audacieuses fantaisies. Des fantaisies qui, pour certains, vont se poursuivre toute la nuit. Même ces SS, grisés par leur victoire, vont jusqu'à se filmer dans une situation qui compromet leur image d'élite du Troisième Reich. Tous ces désordres sont mal vus de l'état-major, soucieux d'encadrer la sexualité de ses troupes. Les maisons closes sont réquisitionnées et mises à l'heure allemande. Et les soldats reçoivent une liste des bordels autorisés. Ils s'y fabriquent des souvenirs personnels et n'hésitent pas à filmer leurs ébats avec des prostituées. Ils peuvent y voir des films pornographiques français, comme celui-ci, récupéré en 40 par un soldat allemand, qui l'emportera en souvenir de sa campagne de France. Pour prévenir toute contamination, les médecins de la Wehrmacht font passer aux soldats des visites sanitaires, comme ici au 122, le plus fameux des bordels parisiens. Sa patronne se souvient.
Jamais en France, les bordels n'ont été mieux tenus qu'avec les Allemands. Un jour, ils font mettre toutes mes femmes à poil pour l'inspection. Mais le médecin ne leur regardait que le lobe des oreilles. Il paraît que celui des Juifs est plus décollé que le nôtre, et il ne voulait pas que leurs hommes s'envoient en l'air avec des Israélites. Leur obsession raciale va jusqu'à profaner à Brest un bain rituel juif, transformé dès 1940 en bordel. Donc la préoccupation des Allemands, c'était de fournir, grâce au réseau des maisons closes, alors qu'il n'y avait pas de bordel en Allemagne, mais en France, il y avait des maisons closes, environ 2000, entre 1500 et 1800, peut-être 2000 sous l'occupation, car de nouvelles maisons se sont ouvertes, le ravitaillement sexuel. Offrir des femmes avec lesquelles ils puissent avoir une relation sécurisée. Car les Allemands ont une préoccupation hygiéniste et ils vont encadrer les actes sexuels avec les prostituées dans les bordels de tout un appareil de prophylaxie destiné à éviter les maladies vénériennes. Parce que les maladies vénériennes, ce sont des hommes immobilisés, ce sont des combattants en moins. Il y a même des cartes qui sont établies par l'autorité allemande où figure le nom de la fille, son numéro de chambre, avec lequel le soldat allemand a couché pour faire une traçabilité en cas de contagion. C'est-à-dire que l'armée allemande va être capable de savoir quel bordel et quelle fille a fréquenté le soldat allemand s'il développe une maladie vénérienne, pour essayer de savoir où est la source de contagion. Et si, étant malade, elles couchent avec le soldat allemand, elles sont susceptibles d'une sanction de la part de la justice militaire allemande. Ainsi, cet engagement d'une prostituée de Tours à ne pas coucher sans préservatif avec un soldat allemand. Le gouvernement de Vichy, le chantre de l'ordre moral, va reconnaître officiellement ces bordels et créer une sorte de service public du sexe. Comme les Allemands, il veut canaliser les débordements et contrôler les corps. Pétain engage les Français dans une révolution nationale, censée les sauver de la décadence. Sa priorité, c'est les jeunes. Ils doivent offrir le spectacle d'une virilité triomphante, redevenir la fierté de la nation. Les chantiers de jeunesse sont créés. On y apprend les valeurs du nouvel ordre moral, celui du travail, de la famille et de la patrie. La devise du régime de Vichy. La vie au grand air, les entraînements, doivent décrasser les corps et les esprits, après l'humiliation de la défaite. Ce qui n'empêche pas Pétain de mener une vie peu conventionnelle pour l'époque, marié à une divorcée et réputé suffisamment vert pour apprécier ses jeunes secrétaires. Mais ce nouvel ordre moral est surtout celui d'une société misogyne. Elles n'ont pas la capacité civile, elles doivent avoir la signature du mari pour avoir un chéquier en banque. Ce sont des mineurs, sur tous les plans. Mineurs civiques, mineurs juridiques, mineurs sexuels. En 25 ans, on devenait Sainte-Catherine, vieille fille. On nous disait « mariez-vous », c'était une obligation. Et ma mère disait tristement à ses clientes, puisqu'elle faisait des capes pour infirmière, elle avait encore sa maison de couture, réduite à presque rien, mais enfin... et votre fille aînée, qu'est-ce qu'elle devient? Elle fait des études en attendant, l'air de dire parce qu'elle n'a rien d'autre à faire en attendant le prince charmant. Une femme fonctionnaire, mariée, perdait son emploi parce que le mariage, c'était un métier à plein temps pour les femmes. Alors on a beau ne pas y croire, on a beau rigoler, on est impressionné par cette morale et en tout cas, je l'ai été. Vichy rêve de renvoyer les femmes à leur foyer et glorifie la maternité. Celles qui mettent au monde des jumeaux reçoivent 2 kilos de dragées, à une époque où le sucre est introuvable. Ces bébés aussi sont indispensables au relèvement du pays. Et avorter est devenu un crime d'État. La dernière femme guillotinée en France, c'était une faiseuse d'ange, blanchisseuse, mais qui rendait service de temps en temps. Il n'y avait pas droit à l'IVG, ce qui ne veut pas dire pas droit à l'avortement, parce que les avortements, ça courait les rues. J'avais des amis, et puis moi aussi d'ailleurs, qui avortaient 4, 5, 10 fois dans leur vie. Des bourgeoises, des pauvresses, de tous les niveaux. Quoi faire? La première fois, c'était un médecin, dans un faubourg Saint-Germain, qui m'a dit
Pas un bruit, hein, pas un cri, parce que j'ai mes clientes dans la pièce à côté. Je vais te faire ça, t'es enceinte d'à peine un mois et demi. Ça va se passer en 20 minutes, un petit verre de cognac, tu bois un petit verre quand ça te fait trop mal. Mais, eh ben, je l'ai vécu parce que je le voulais. Mais pour la propagande, une femme sans enfant n'a pas sa place dans la cité. C'est une inutile. L'État fabrique donc ses futures mères, comme ici dans ce pensionnat de jeunes filles. Elles y apprennent à devenir la femme idéale, version Vichy. Les jeunes filles, par une vie laborieuse et bien réglée, se préparent à être les femmes de demain, honnêtes, bien éduquées, instruites et vaillantes. Elles aimeront leur métier, parce qu'elles auront compris à en apprendre la grandeur. C'était l'époque où les garçons vous disaient tranquillement « Ah, une fille qui pense, ah non !» C'était vraiment naturel. C'était horrible, la misogynie qui régnait. Alors on m'a envoyé prendre des leçons de rumba pour apprendre à onduler. Je trouvais ça humiliant. C'est pour ça que j'aimais mieux me dire, j'entre dans les ordres, j'aurai la paix, on m'embêtera plus avec ma façon de marcher. La propagande naïve assomme les Français. L'État prône l'image de la jeune fille prude et interdit le short sur la Côte d'Azur. Mais si Vichy est pudibond, les Français ne le sont pas. Une blague circule. Un gendarme dresse un procès-verbal à une jeune fille. « Vous ne savez pas que le short est interdit ?» Elle lui répond « Vous préférez que je l'enlève ?» Malgré les pénuries et les rationnements, les femmes veulent préserver leur féminité. Réquisitionnées par les Allemands, la laine, le cuir, la soie sont introuvables. Ce qui n'empêche pas les Françaises de multiplier les astuces pour sauver les apparences. La dernière trouvaille de Paris, c'est le bas de soie sans soie. Il s'agit tout simplement, mesdames, de vous teindre les jambes. C'est facile et pratique. Avec leurs jambes nues, elles font naître une sensualité d'un nouveau genre qui en perturbe plus d'un. L'important, c'est de rester coquette, comme s'en souvient Yvette Lebon, alors jeune starlette. Ah oui, moi, j'ai toujours été coquette. Peut-être qu'il y avait un besoin de... C'est pas revanche, un besoin de... Comment je peux dire? Un besoin de s'habiller, de donner le change, peut-être, je ne sais pas. Car la mode, c'est aussi le moyen de garder la tête haute face à l'occupant. Je me souviens un jour dans le métro, Madame Steve Passeur avait un chapeau qui était fait de tissu qui était comme des impressions de papier de journal, une espèce de chou énorme comme ça sur la tête. Et je voyais toute une bande comme de soldats allemands justement qui se tordaient de rire en la voyant, la pointant du doigt, en la regardant. Et Madame Steve Passeur, qui n'avait pas la langue dans sa poche, a dit « Ah, mais regardez-moi ces petits cons, ils vont pas se torcher le cul avec !» Les femmes s'affirment. Certaines retaillent pour elles les pantalons de leurs maris, prisonniers en Allemagne. C'est désormais seules qu'elles doivent assumer le quotidien. Depuis le déclenchement de la guerre à l'Est, le pillage allemand s'accélère. Göring avertit « Dites aux usines françaises qui ne livrent pas qu'elles n'auront plus rien à se mettre sous la dent. J'enverrai aux Français des vieilles selles de Cosaques. Les Russes en ont bien bouffé. » Certaines choisissent d'entrer en résistance, comme Gisèle Guillemot. De deux choses l'une, ou je deviens une petite nénette comme il y en avait des tas qui va travailler pour les Allemands parce qu'il n'y avait pas autre chose à faire. Et même quand on était au ravitaillement général ou n'importe où, de certaines façons, on travaillait toujours pour les Allemands. Ou je deviens ça, ou je m'amuse, je deviens une résistante et finalement ça va être passionnant. Et je choisis la résistance. Quand on allait à Paris, on a arrêté en route. Il y avait un bel cerisier un peu plus loin de la route. On a dit, tiens, on va manger quelques cerises. On est arrivé, il nous a crevé de pneus. Pendant nous, on était dans le cerisier. Il fallait qu'on répare nos deux pneus pour rejoindre Paris. Les Allemands ne sont plus vraiment heureux comme Dieu en France. Les attentats se multiplient. Et une de leurs hantises, c'est de se faire piéger par une résistante.
Dans le cadre de la résistance, des femmes et des militantes seront formées pour séduire des soldats ou des officiers allemands de manière à aller, dans une activité d'espionnage classique, chercher de l'information. Le haut commandement de la Wehrmacht à Paris fait l'observation que les 10 premiers attentats commis par les résistants à Paris touchent des aspirants, des officiers ou des hommes de troupe qui tous ont une relation avec une femme française. Le fait d'être avec une femme française, d'ailleurs, crée des habitudes. On a rendez-vous dans les mêmes endroits, les mêmes cafés, on va chercher la fille dans des points de rendez-vous qui sont à peu près toujours les mêmes. Bah, vous connaissez pas l'histoire de Mata Hari, c'est pas la même époque, mais bon, mais c'était les mêmes méthodes. Hein. Il y a des filles qui ont couché avec les Allemands pour avoir des tuyaux. Bien sûr. Et c'était bien, parce que je suppose que ça a quelquefois évité des catastrophes. Le bien, c'était de se mettre la main sur un haut gradé, ou déjà un gradé important, pour qui bavarde un peu, et puis qui... Enfin, moi, ça n'a pas été mon boulot, mais il y en a dont ça a été le travail. L'heure n'est plus à la séduction. Les relations entre occupants et civils se dégradent. Les femmes vont payer cher ce changement. Les jeunes soldats qui doivent partir pour le front de l'Est n'ont plus rien à perdre. Certains dérapent et photographient leurs crimes avec une abominable complaisance. À Malan, en Haute-Saône, Denise Barbier, institutrice de 27 ans, est violée et étranglée dans son école par un tankiste de la 8e Panzer Division le 1er avril 1941. La population est condamnée à la peur et à la faim. Rares sont ceux qui peuvent se payer les services d'une queutière, quelqu'un qui prend sa place pour des heures d'attente devant des magasins vides. On s'est mis à être embarqué dans cette vie de l'occupation. On faisait la queue au moins 1 heure par jour, si ce n'était pas 2. J'avais un petit pliable dans ma poche pour si on voyait sur une vitrine. On honore les tickets aujourd'hui. On s'asseyait, j'avais toujours un livre, et on faisait la queue pour toucher 40 grammes de gruyère. Et on choisissait les garçons pour des motifs qui paraissent aujourd'hui grossiers. C'est parce que c'était un fils de fermier. Il faisait sa licence de latin avec moi, et il était fils de fermier dans le Poitou. On s'est dit partir en vacances avec lui, ça veut dire qu'on va faire escale dans des fermes, il y aura le beurre sur la table. On oublie à quel point l'absence de beurre, d'œufs, parce qu'après j'ai épousé un garçon qui était tuberculeux, je lui envoyais 1 œuf par semaine, ça paraissait un trésor. On oublie à quel point la faim, qui ne vous rendait pas comme un déporté, mais qui était un manque de tous les jours, le pain de maïs, toutes ces horreurs. Et on choisissait un garçon parce qu'on se disait, on va aller faire les foins, d'accord, mais il y aura un rôti de bœuf sur la table, il y aura du lard, parce qu'au bout de 2-3 ans, on rêve de tout ça, on devient un peu obsédé. Vichy est dans une contradiction fondamentale. Les frais d'occupation imposés par l'armistice sont colossaux, et Vichy n'a pas les moyens de la politique sociale que Vichy, l'État français, devrait mener pour protéger les femmes. Surtout les femmes des prisonniers de guerre, qui reçoivent une allocation misérable, l'équivalent d'environ 300 € par mois. La détresse en jette certaines sur le pavé. Pour ces femmes, incapables de survivre seules, la prostitution clandestine est une source d'argent tentante. À l'époque où on n'a rien d'autre pour survivre que son propre corps, et son corps est un objet de négoce, ça s'appelle la prostitution. C'est comme, si vous voulez, une monnaie qui, à la différence de la monnaie, a cet avantage que ça ne s'épuise pas, on peut l'utiliser tant qu'on le veut. La femme de prisonnier qui, pour faire face à la situation, cède à la prostitution clandestine, va gagner en 1 heure de temps l'allocation militaire journalière que lui verse l'État français. C'est souvent des pauvres filles. C'est rarement des filles de grandes familles, hein. C'est des filles qui n'avaient pas de sous et qui voyaient peut-être le moyen d'avoir quelqu'un qui leur donne de quoi acheter des petites choses au marché noir en plus chaque mois. Pas grand-chose. Une minorité va basculer dans des relations adultérines, soit avec des Français, soit même avec des soldats allemands. Et ce sera d'ailleurs tout le drame pour un certain nombre de prisonniers qui découvriront à travers le plus souvent des lettres de délation
qui leur seront envoyés dans les camps, informant le prisonnier que sa femme vit avec un Allemand, que sa femme est enceinte des œuvres d'un Allemand. Mais en Allemagne aussi, certaines femmes sont soupçonnées d'avoir une liaison avec des prisonniers de guerre français, surtout ceux qui travaillent dans les fermes. Elles aussi sont seules. Depuis 3 ans, l'Allemagne s'est vidée de ses hommes. Ces couples risquent beaucoup. Les prisonniers peuvent être condamnés à mort, les Allemands d'être tondus, envoyés en prison, ou pire, au camp de Ravensbrück, pour avoir souillé la race allemande. Des milliers d'enfants sont nés de ces amours interdites. Quant à la plupart des prisonniers, ils sont soumis à la promiscuité et à un quotidien monotone. Leurs seuls instants d'intimité, c'est la lecture du courrier tant désiré, mais parfois redouté. C'est l'angoisse existentielle dans laquelle vont vivre pendant 4 ans les quelques 800 000 prisonniers qui sont mariés et qui ont, par la force des choses, laissé leur femme au pays, puisque eux sont outre-Rhin et leur épouse se trouve seule, abandonnée, quelque part sur le territoire hexagonal. Leur obsession, c'est « va-t-elle être fidèle ?» L'écrivain Francis Ambrière se souvient. « J'ai vu des hommes déchirés parce qu'ils sentaient sous des mots refroidis une liaison en train de se rompre ou un foyer qui se disloquait. Mais le plus souvent, ces lettres expriment l'infinie tristesse de la séparation. Une épouse écrit à son mari prisonnier au Stalag 9C. « Le soir, je ne sens plus la douceur de tes cheveux. Quand prêt à t'endormir, tu laissais ta tête aller sur ma poitrine. Qu'il était chaud ton corps, alors qu'aujourd'hui, j'ai si froid. » Pour tromper leur ennui, certains improvisent des pièces de théâtre. Ils n'hésitent pas à se travestir pour offrir à leurs camarades un maigre ersatz de féminité. Et pour les encourager à garder le moral, des artistes français leur rendent visite, comme ici Daniel Darieux, Albert Préjean, Junie Astor, Viviane Romance et Suzy Delair, au cours d'une tournée de promotion en Allemagne. Le projet de Goebbels, c'est d'utiliser ces acteurs pour faire passer l'idée même d'un rapprochement franco-allemand. Il soigne ces grandes vedettes, invitées à leur retour à une réception de la Propagandastafel, 52 avenue des Champs-Élysées. Plus tard, Viviane Romance justifiera ce voyage en disant « On soutenait Daniel Darieux, qui remuait ciel et terre pour revoir son compagnon Porfirio Rubirosa, alors prisonnier en Allemagne. » 6 mois plus tard, Porfirio est libéré et épouse Daniel Darieux à Vichy. Elle arrêtera de tourner jusqu'à la fin de la guerre, contrairement à son amie Yvette Lebon, qui elle s'accommode et enchaîne les films. J'ai fait 3 pièces avec Sacha Guitry, j'ai fait Désiré Clary, j'ai fait la Romance de Paris avec Charles Trenet. Alors vous voyez, ça, toute l'occupation a été occupée par le théâtre et le cinéma. Indifférente à la politique, Yvette Lebon devient la maîtresse du parrain de la presse collaborationniste, Jean Luchaire. Elle est pour lui la Vénus des nouveaux temps, dont un article détaille 1,62 m, 91 cm de tour de hanche, 63 cm de tour de taille. Plus que jamais, ces starlettes insouciantes fascinent les Français, qui viennent chercher dans les salles obscures un peu de rêve et de chaleur. C'est l'âge d'or du cinéma français, et de ces vedettes qui mènent un train de vie privilégié, comme ici Yvette Lebon, aux courses avec Albert Préjean, et l'actrice Corinne Luchaire. Je veux pas être méchante, mais tous les acteurs qui jouaient sortaient. Je vais vous dire, il y avait une certaine inconscience. Je ne sais pas jusqu'à quel point on se rendait compte. Quand on était un peu privilégié. Pour le ravitaillement, pour des tas de choses.
traînait. On s'arrangeait pour qu'on lui achète de la nourriture au marché noir. Chez lui, il y avait du jambon, il y avait du poulet, il y avait des gâteaux, il y avait du fromage. Et il ramenait toute sa petite troupe, ses admirateurs. Et dès qu'on était connus, on trouvait tout. Moi, je me rappelle, on m'avait indiqué pour la nourriture, il n'y avait rien. On m'avait indiqué une petite épicerie, avenue de la Grande Armée. Alors, derrière la boutique, on pouvait avoir des œufs, un peu de légumes, où on avait des croissants aussi. Ces douceurs ne s'arrêtent pas là. Les charmes de la starlette ont fait succomber à son tour Sacha Guitry, qui ne peut rien lui refuser. J'allais coucher à l'appartement qu'il avait au 15 avenue Élysée-Reclus. Et le matin, quand je me réveillais, je téléphonais, j'appelais Sacha. Sacha, je suis réveillé. Alors il me disait, qu'est-ce que tu veux? Et le personnel traversait l'avenue Élysée-Reclus, m'apportait mon petit déjeuner dans l'appartement. Ces repas sont le symbole même du luxe et du privilège, alors que la France crève de faim. L'officier allemand Ernst Jünger écrit dans son journal après un dîner à la Tour d'Argent: « En de telles époques, manger bien et beaucoup donne un sentiment de puissance. Les grands restaurants bénéficient d'un approvisionnement privilégié et leur fréquentation explose. » Ah oui, Maxime était plein à craquer. On a honte même de le dire maintenant. On ne s'en rendait pas compte. Il y avait tout. Il y avait du champagne. On ne manquait de rien. Car les autorités allemandes veillent à maintenir la réputation du gai Paris. La ville lumière est devenue la récompense suprême après l'horreur du front de l'Est. Les gradés ont à leur disposition toute la gamme des plaisirs nocturnes. C'est la cohue dans les cabarets et les boîtes de nuit. Ces réjouissances permettent aux officiers du Troisième Reich de côtoyer le tout Paris. Certaines vedettes franchissent même le pas et s'affiche au bras de l'occupant comme Arletty. Arletty, c'est une femme qui se comporte comme une femme moderne. Elle aime les hommes, elle aime les femmes. Elle se trouve dans cette période de l'occupation séduite par un officier allemand, Hans-Jürgen Söring, qui est très peu nazi, très allemand, très prussien dans son comportement. Elle tombe sous le charme de cet homme dont elle est foncièrement amoureuse. Elle va commettre l'erreur de s'afficher avec lui dans des soirées parisiennes, étant considérée comme peut-être celle qui à l'écran porte le plus les vertus de la fille du peuple. C'est ça Arletty, c'est la gouaille de Gavroche parisien, c'est l'insolence, c'est la liberté. On va supporter très mal que celle qui incarnait le plus les vertus françaises à l'écran puisse se compromettre avec l'occupant. Elle a été très arrogante avec le public. Quand elle a été sifflée, elle a dit « Ah, je vois vraiment que le public n'a pas le sens de la collaboration ». Enfin, elle était très Madame Sans-Gêne, mais dans un sens... Et José Laval venait la chercher en voiture, elle s'engouffrait en voiture pour éviter la sortie des spectateurs. Et ça a été une très, très, très triste expérience pour elle. Certaines vedettes ont pu coucher avec l'occupant dans l'espoir de faire carrière. Dans l'espoir de la volonté de se montrer. Arletty, non. Arletty, la firme allemande Continental, par l'entremise de Greven, va lui faire un pont d'or. Avec le choix des scénarios, elle va refuser. Elle veut rester maîtresse de ses emplois au cinéma, et ce n'est pas l'intérêt qui la meut. C'est, en l'occurrence vis-à-vis de Söring, les sentiments. Ce cas de collaboration sentimentale est loin d'être unique. Celle qui fait le plus scandale, c'est la star Mireille Balin. Mireille Balin, c'est celle qui est, dans des films à succès comme Gueule d'amour ou Pépé le Moco avec Jean Gabin, la femme fatale. Celle qui séduit et qui est la responsable de la perte de Gabin dans ses films. C'est la garce. Bon. Elle va sortir avec un officier autrichien.
pas se comporter de la manière la plus élégante qui soit, puisque durant cette période, elle va afficher des tenues d'un luxe éclatant, dépenser beaucoup d'argent dans les restaurants, dans les boîtes de nuit. Et cette image de l'actrice se galvaudant avec un officier allemand va renvoyer à son répertoire filmique. À l'image de la Garce, et les deux vont rentrer en résonance pour composer un personnage noir. De même pour Ginette Leclerc, qui elle ne sortira pas avec un officier allemand, mais obtiendra d'Alfred Greven l'autorisation d'ouvrir toute la nuit un cabaret qui est tenu par son amant, qui est un Français, rue de Ponthieu, autorisation distribuée au compte-gouttes par les autorités allemandes et qui lui vaudront d'être considérée comme finalement une collaboratrice. Le problème, c'est que son cabaret devient rapidement un lieu de rendez-vous pour gestapistes et trafiquants du marché noir. Le monde de la nuit ne manque de rien, surtout les bordels parisiens les plus huppés, comme ici le Sphinx ou le Chabanais. Ces maisons sont sous la protection des rabatteurs des bureaux d'achat de la Wehrmacht, comme Joseph Johannovici, trafiquant de métal devenu millionnaire. Avec la complicité de la Gestapo, Monsieur Joseph est aussi le pourvoyeur du 122. Ils bénéficient, les propriétaires de ces maisons, les tenanciers, de passe-droit, qui leur permet d'avoir des points textiles pour changer les draps, du charbon pour chauffer leur maison, de l'essence pour se déplacer. On ne manque ni de champagne, ni de cigarettes, ni de vin fin. Dans une soirée, il se consomme jusqu'à 40, 50, 100 bouteilles, dit la patronne du 122. Ces maisons, disons le haut du panier, vont, durant cette période, être des lieux de fête et de débordement extraordinaires, inouïs. La patronne du 122 écrit aussi « Ces nuits étaient fantastiques. Les gens qui venaient ne savaient pas toujours de quoi demain serait fait. En attendant, ils voulaient s'amuser à tout prix. » Et ils sont nombreux les Français qui veulent oublier dans la fête la présence de l'occupant. La réalité, c'est celle de l'occupation, de la peur et bientôt de la terrible pression de l'appareil allemand qui, au fur et à mesure que les attentats vont être commis par la résistance contre les officiers allemands, va durcir sa répression des Juifs. Tout cela crée cette espèce de climat de peur qui fait que les individus cherchent normalement des lignes de fuite. Lorsque tout autour de soi est menace, danger, conjuration de la mort, de la peur, les instincts se trouvent exacerbés, et surtout l'instinct de vie qui pousse à jouir de l'instant, à profiter de l'instant et à chercher dans le présent les compensations à la dure réalité qui vous cerne, qui vous entoure. D'ailleurs, Sartre a ce mot extraordinaire. Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Surtout les jeunes qui n'hésitent pas à manquer le dernier métro pour s'attarder jusqu'à l'aube dans les soirées. Le couvre-feu, c'est l'excuse infaillible auprès des parents. Les temps sont troublés et les autorités traditionnelles remises en cause. J'ai commencé à me dévergonder un petit peu, tout de même vers 22-23 ans. On était libre, mes parents n'étaient plus là, on n'en rentrait plus au moment du couvre-feu, c'est-à-dire à 20h30 ou 22h30. Mes parents ont vécu dans la terreur, mais il était évident. Bon, quand j'étais pas rentré à minuit moins le quart, ils étaient affolés. Qu'est-ce qui m'était arrivé? Il est évident qu'il y a une part d'inconscience quand on est très jeune. J'avais 16 ans, je m'émancipais. Je gagnais une certaine liberté que je n'avais pas connue avant. J'étais beaucoup plus libre, je sortais plus, je voyais des amis. Ça a été un moment, effectivement, où je me suis un peu libéré de la vie familiale. Pour moi, je ne dis pas que c'était une fête, mais c'était agréable, c'était différent, c'était une vie nouvelle. Ceux qui s'émancipent le plus, ce sont les Zazous, avec leur amour du swing et leur insouciance, qui déplaisent au collaborationniste Jacques Doriot. Avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le Zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance! Et pour certains, contester va même jusqu'à résister. À 19 ans, Gisèle Guillemot est devenue la petite main de la résistance ouvrière du Calvados. Elle écrit
Personne n'est au courant de mes activités clandestines. Ma mère est persuadée que je passe mon temps à courir les garçons. Avec tous les kilomètres que j'avale à vélo, elle doit s'imaginer que j'ai des amants dans les 4 coins du département. Bien sûr, je me suis bien amusée. Il faut dire que j'avais des problèmes avec ma mère depuis toujours. Et que chaque fois que j'avais l'occasion de l'embêter, je ne manquais pas de le faire. Et je savais qu'en faisant de la résistance, ça lui plairait pas du tout. Alors j'exagère peut-être, mais bon, ça a été important pour moi de contrarier ma mère. Et ça, alors, c'était un moyen absolument inespéré. L'autorité parentale se trouve battue en brèche par le fait que beaucoup de familles ont été disloquées par le phénomène de la guerre. Le père est absent. Il n'y a plus que la mère pour gouverner, j'allais dire, la parentèle familiale. Les jeunes adolescents en profitent pour affirmer une autonomie qui fait que la situation de guerre et d'occupation leur donne une liberté qu'ils n'auraient pas eue et qu'ils n'avaient pas en temps de paix. Cette liberté favorise même certaines aventures dont Pierre Barillet a été le témoin. C'était chez un décorateur célèbre qui avait un très bel appartement rue de Rivoli et comme toujours à la faveur du couvre-feu, donc les invités s'étaient interdits chez lui, mais c'était un cercle de musiciens, de compositeurs, d'hommes de lettres. C'était, disons, une soirée artistique, intellectuelle entre vieux amis et d'un coup, il y avait un coup de sonnette et on a vu apparaître un jeune homme très bien mis, un jeune homme, alors lui sûrement un grand bourgeois, accompagné d'un jeune soldat allemand qui avait l'air très charmant et apparemment, il connaissait très bien le maître de maison, et le maître de maison savait pourquoi il avait sonné à sa porte, puisqu'on les a vus traverser le salon, ils ont salué, souri, ne se sont pas installés du tout, ont disparu, ils ont traversé le salon, n'est-ce pas? Et bon, et puis on les a vus passer. Alors, il y a eu quelques sourires entendus parmi l'assistance et on les a vus réapparaître 1 heure après et repartir. D'ailleurs, je ne sais pas, le jeune homme est reparti, je ne sais pas s'il avait un laissez-passer, puisqu'il est reparti avec le soldat allemand. Et bon, apparemment, le décorateur avait offert l'hospitalité à ces jeunes gens pour, vulgairement, dirais-je, tirer un coup. La France était considérée comme, j'allais dire, une terre un peu à part pour l'homosexualité, puisqu'elle bénéficiait d'une tolérance juridique. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait tolérance sociale. Il y avait même un hiatus entre l'intolérance sociale à l'égard des homosexuels, qui, sauf dans les milieux littéraires ou de la grande bourgeoisie, n'était pas acceptée, et la tolérance juridique qui faisait qu'il n'y avait pas de loi qui punissait l'homosexualité entre adultes. À l'origine du national-socialisme, il y a une section d'assaut qui est dirigée par le capitaine Röhm, dont la réputation d'homosexualité n'est plus à faire. À cette période, toute une partie de la gauche, et notamment l'Union soviétique, va théoriser une assimilation entre fascisme et homosexualité. Cette idée-là va s'installer durant la période de l'immédiate avant-guerre dans certains milieux, qui fait que lorsque les Allemands arrivent, la croyance universelle, y compris en France, c'est de dire « les Allemands sont tolérants à l'égard de l'homosexualité ». Il n'en est rien. La confusion est telle que l'écrivain Maurice Sachs, juif et homosexuel, ne s'inquiète pas des persécutions antisémites. Il affirme même « Moi, ce n'est pas pareil, je suis pédéraste ». La réalité, c'est que pour les nazis, l'homosexualité est une dégénérescence. Il n'hésite pas à faire arrêter en plein tournage du film Mermoz l'acteur Robert-Hugues Lambert, probablement à cause de sa liaison avec un officier de la Wehrmacht. Il sera déporté et mourra au camp de concentration de Gross-Rosen le 7 mars 1945.
Il aurait donc été arrêté, mais en cours de tournage. Il restait des scènes à tourner de ce film. Et le rôle a été repris par Henri Vidal. Et lui, il était à Drancy. Et on s'est arrangé avec l'équipe de cinéastes, avec l'ingénieur du son. On s'est arrangé à travers des barbelés, à travers des grilles, pour venir faire enregistrer encore quelques dialogues par Lambert, qui après ça a disparu, a été déporté et est mort en déportation. Enfin, c'est inouï d'avoir terminé le film avec un détenu. Malgré tout, il n'y a ni rafle ni persécution systématique des homosexuels en France. Une poignée d'intellectuels collaborateurs, comme le ministre de l'Éducation Abel Bonnard, affichent sans complexe leur penchant pour l'homme nouveau du Troisième Reich. Il est amoureux de l'uniforme, il est amoureux de la milice. Il trouve que les garçons de la milice sont des méplats parfaits. C'est dans ces termes qu'il en parle. Il est donc dans une sorte de reddition amoureuse devant de jeunes hommes portant l'uniforme, qu'ils soient français ou allemands. Il n'en faut pas plus à la résistance pour assimiler homosexuels et collaborateurs. Les chansonniers qui sympathisent avec la résistance l'appellent l'Abel Bonnard. Il incarne la virilité défaillante, ou prétendument défaillante, des gens de l'État français qui collaborent avec l'Allemagne. Pour collaborer avec l'Allemagne, il faut être dans un état d'esprit de soumission. Et Abel Bonnard, pour les résistants, est le prototype de cet intellectuel dont l'orientation sexuelle le prédisposait à avoir une attitude de soumission. Donc c'est son homosexualité qui est dénoncée, alors que c'est simplement des choix idéologiques qui étaient en cause là. Été 43. Un flot de jeunes recrues de l'organisation Todd arrive pour édifier le mur de l'Atlantique, censé empêcher un débarquement allié. Des centaines de milliers d'Allemands stationnent sur tout le territoire français. Ça crée une situation tout à fait paradoxale, celle d'un déséquilibre entre la population masculine et la population féminine. Les femmes en âge de procréer sont dans un rapport de 5 femmes pour 3 hommes entre 40 et 44. Car indépendamment du phénomène des prisonniers, il y aura après les travailleurs volontaires et le STO, qui fait qu'il y a toujours un déséquilibre numérique très fort en faveur des femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc sur le marché matrimonial, sur le marché sexuel, la demande est déséquilibrée. La demande, il n'y a pas assez d'hommes pour la satisfaire, numériquement, en tout cas d'hommes français. Côté épanouissement personnel, bien sûr, on était entre parenthèses. Et cette parenthèse était interminable. C'est comme si on avait des œillères, assignées à résidence, des années de prison. Mais toutes ne peuvent éviter de côtoyer les Allemands, car ils sont devenus le premier employeur des Français. Les Feldkommandantur, l'organisation Todd, ont recruté des dizaines de milliers de femmes qui sont allées travailler pour l'armée allemande. Ce sont celles-là qui ont été les plus exposées à la collaboration sentimentale, parce qu'elles avaient pour employeur un Allemand. Elles le voyaient tous les jours. Il y en avait beaucoup installés dans des villes de province qu'elles voyaient tous les jours. Au bout d'un moment, on a échangé des regards, on s'est dit des petites choses, et puis hop, il y avait tellement rien pendant ces années-là, tellement pas de Français qu'on avait envie d'avoir un compagnon. Ce qu'ils redoutent par-dessus tout, les Allemands, c'est que se nouent des relations extérieures à la vénalité, à la prostitution, des relations qui seraient le fait même des soldats ou des officiers avec des Français, c'est-à-dire la collaboration sentimentale, parce que celle-là, ils ne la contrôlent pas. Et puis, c'est une perte de prestige. Monterland fait cette observation. On les admirait, les soldats allemands, quand ils étaient ces vainqueurs intraitables de juin 40. Ils sont beaucoup moins admirables dans l'œuvre de roucoulade sur les bancs publics, quand ils sont à côté d'une Française en train de lui faire la cour. Là, le prestige du vainqueur est tout de suite anéanti. Et puis, le rapport de force dans le lien amoureux peut se trouver inversé. C'est ça qui est intéressant, et notamment pour beaucoup de jeunes femmes qui vivent cette situation avec une certaine exaltation. Il y a un début d'émancipation. Et beaucoup de lycéennes vont céder à la drague des officiers ou des soldats allemands. Il va y avoir dans quantité de petites villes de province des scandales, des soldats allemands qui sortent avec des filles de 14, 15 ans, 16 ans au maximum. Parmi ces jeunes filles, il y a Francine, qui rencontre un Allemand sur le chemin de l'école. Il s'appelle Willy Hunzig et il a 43 ans.
son bataillon est affecté à des tâches subalternes, comme réparer les camions ou nettoyer les blindés. Je n'avais pas encore 16 ans. J'allais à l'école, au lycée, et je passais devant le garage tous les jours, au matin pour aller, puis le soir pour revenir. Et le soir, il était à la porte du garage. « Bonjour mademoiselle, vous n'entrez pas boire un petit peu de café ?» « Ben non, mes parents m'attendent. » Et puis, un dimanche, nous sommes allés à la plage, et il y était, avec des jeunes filles, puis des jeunes gens français. Tout le monde nage, mais moi j'étais assise sur les escaliers qui descendent dans l'eau. Puis il vient, il me dit « Vous ne nagez pas ?» Ben, je ne sais pas nager. « Venez, je vais vous apprendre à nager. » Alors 3 dimanches en suivant, c'était l'été, j'allais apprendre à nager. Mais j'ai 84 ans, puis je ne sais toujours pas nager. Au tout début, il était sympathique pour aller au bord de l'eau promener. Il y avait tout plein de gens qui se promenaient le long du canal quand il faisait beau. Puis l'hiver, alors donc, j'allais chez lui boire du thé et puis on discutait d'un tas de trucs. Et lui, quand il venait me voir chez moi, bah, on buvait du café, on allait dans la cour, on discutait, c'était bien, on se voyait aussi, c'était bien. Mon père acceptait qu'il vienne chez nous. Enfin, je ne pensais pas que j'allais m'engager dans un truc pareil. Puis après, j'ai eu un malaise chez mes parents. Francine est enceinte. Avec l'aide de ses parents, elle part accoucher dans l'anonymat à Paris. Elle n'est pas la seule à cacher sa grossesse. 200 000 enfants seraient nés de ces liaisons entre Françaises et Allemands. En légalisant l'accouchement sous X, Vichy facilite involontairement la tâche à ces femmes. Le redressement de la natalité passe avant l'ordre moral. On était 3 toutes jeunes, comme ça. Et puis il y avait beaucoup de personnes qui étaient toutes seules, des vieilles demoiselles, des moins vieilles. Il y avait aussi des femmes dont les maris étaient prisonniers. Et que ces gens-là, ils devaient laisser les bébés. Pour Francine, hors de question de l'abandonner. Le problème, c'est que pour les autres, c'est un enfant de Boche dont il faut taire les origines. Pendant des mois, personne n'a vu le gamin. Parce qu'on avait notre maison en long du côté de la porte où tout le monde rentrait, puis le magasin était en travers avec la cour. C'est un garage qui avait été transformé pour vendre du lait, du beurre, du fromage. Et il y avait une porte, puis c'était fermé. Personne ne pouvait voir ce qui se passait dans notre cuisine et dans notre cour. Un jour, il y a 2-3 clientes, qu'il y en a une qui dit à maman, « C'est à qui le petit gosse que vous avez là ?» Maman, elle répond, « C'est à nous. » « Ah bon, à votre âge ?» Maman n'a pas répondu. Alors donc, personne n'a posé de questions autrement. Ce silence est lourd de reproches. Les nazis et la milice font régner leur terreur. Les bombardements alliés ont repris et le climat est devenu étouffant. Dans ces conditions, aimer un Allemand, c'est forcément être une mauvaise Française. On s'est installé dans le déni du sentiment amoureux. On a voulu croire que, compte tenu de ce qu'étaient les nazis, alors qu'il s'agissait de soldats allemands, qui tous n'étaient pas nazis, qui étaient des Allemands, voilà, que le sentiment amoureux de la part d'une femme française était impossible parce qu'on avait affaire à des monstres. Et puis on avait affaire à des hommes. Ce n'étaient pas tous des bourreaux, ce n'étaient pas tous des nazis, même si l'Allemagne a soutenu et plébiscité Hitler à un certain moment. On s'est installé dans cette idée que le plus vieux ressort de l'histoire de l'humanité, de tout le romanesque littéraire, le ressort finalement de Roméo et Juliette, c'est-à-dire peut-on s'aimer par-delà les frontières, parmi les oppositions de clans, de familles, n'existait pas. Que le sentiment amoureux ne pouvait pas exister entre une Française et un Allemand. Forcément, la fille qui couchait avec l'Allemand le faisait par cupidité, par vénalité, par intérêt. Il y a eu des femmes qui se sont suicidées au départ des officiers et des soldats allemands. C'est pas des histoires d'intérêt, c'est pas des histoires de cupidité. Elles n'ont pas été nommées ambassadrices ou... C'est vraiment des histoires d'amour. Moi, c'est dommage, d'accord, elles sont... mais je ne peux pas du tout leur jeter la pierre, hein, ça non. Et c'est tellement facile de dire c'est celle-là qu'on va mettre au pilori et exposer. La preuve que ces amours se sont développés en dehors de tout contexte politique.
car une femme ou un homme qui aurait calculé ou fait ce type de raisonnement, c'est-à-dire quel est l'avenir d'un enfant conçu d'un père allemand et d'une mère française au printemps 44, aurait répondu aucun avenir. Quand les Allemands sont partis, Willy m'a envoyé une lettre pour me dire on s'en va, on ne sait pas où on va atterrir, dès que je pourrai, je t'écrirai. À la fin de sa lettre, il lui écrit « Je voudrais pouvoir t'embrasser sans cesse, ma petite friponne. » Et puis un jour, c'est le silence, dont elle ne s'est jamais remise. Un souvenir impérissable. Je ne peux pas y penser. Non, voilà. Je ne peux pas y penser sans pleurer. Voilà. C'était le premier. Il n'y a pas que les couples de Françaises et d'Allemands que la guerre sépare. Pour beaucoup de femmes, amour rime avec malheur. Comme Gisèle Guillemot, qui perd son amour de jeunesse, lui aussi entré en résistance. Moi, j'avais un amour d'enfance. Quand je suis arrivée dans cette cité ouvrière, il y avait un petit garçon avec d'énormes lunettes qui jouait dans la rue. Et je l'ai regardé par la fenêtre et j'ai eu l'amour de ma vie. Alors je suis descendue dans la cour et on s'est dit bonjour et il m'a dit on va être copains. Et on a effectivement été copains, ça a été mon premier amour. Malheureusement, il a été grièvement blessé dans une rencontre, dans un rendez-vous de résistants qui avait été dénoncé. Et donc il y a eu une chasse à l'homme. Lui, il n'a pas été pris, mais il a été gravement blessé et il est mort des suites de ses blessures. Donc bon, c'était mon premier grand chagrin. Elle écrit « Nous faisions l'amour à la sauvette et dans des endroits inconfortables, mais nous nous promettions en riant des jours meilleurs. » Le monde s'écroule autour de moi. Mon ami Marcel, mon confident, le premier que j'ai aimé. Je n'ai même pas de quoi payer les obsèques. Benoît de Groux, elle, perd son premier mari atteint par la tuberculose qui fait des ravages. Il allait traverser l'Espagne pour joindre la division Leclerc. Il a eu une hémoptysie 2 jours avant. Cracher le sang, c'était le signe de la tuberculose déjà avancée. Son père a dit « tu pars pas ». Et il est parti en Sana, au lieu. Et puis il est revenu pour se marier, je l'ai épousé, et puis il a eu une aggravation de son état, parce qu'on mangeait rien, même en sanatorium. Hein. Je lui envoyais de la farine lactée, que j'avais grâce au petit bébé d'une amie, et un œuf par semaine. Et je me disais, je lui fais un cadeau splendide. On mangeait mal, on était mal chauffé, même dans les sanas. Puis il a eu une opération qui a très mal tourné, voilà. Il est mort à 24 ans. La pénicilline est arrivée. Avec l'arrivée des Américains, la France n'était pas encore libérée. Et mon beau-père est allé au-devant des Américains et étant médecin des hôpitaux, il a dit « Donnez-moi de la pénicilline, j'ai un fils en train de mourir ». Et il a ramené la pénicilline au sanatorium. Mais c'était trop tard, ça n'a servi à rien. Été 44. Les Allemands vont perdre la guerre. L'avenir, c'est les Alliés qui arrivent dans un souffle de liberté. Pour les Français, c'est l'euphorie de la délivrance. Mais cette frénésie tourne parfois au règlement de compte. Un seul mot d'ordre règne, punir tous ceux qui ont profité de l'occupation. Qui ont joui en mangeant bien alors que la France avait faim. Qui ont joui en faisant l'amour avec l'occupant alors que les résistants se battaient. Qui ont joui en étant chauffés alors que la France avait froid. Qui ont joui parce qu'ils fumaient des cigarettes ou les femmes avaient des bas de soie alors que tous ces produits étaient des produits inaccessibles pour les Français moyens. C'est cette France de la jouissance à qui la France de la ceinture serrée va demander des comptes le jour de la libération. Au fond, l'appartenance à la communauté nationale elle était fondée par une communauté de souffrance. Étaient Français ceux qui souffraient, ceux qui n'étaient pas ravitaillés, ceux qui n'étaient pas dans la jouissance. Et tous ceux qui auront dérogé à cette souffrance seront considérés comme suspects. De la collaboratrice horizontale
à ceux qui sont livrés au marché noir et à ceux qui ont bénéficié de privilèges. Les mannequins des maisons de couture, les acteurs de cinéma, les actrices de cinéma, tout ce petit monde du tout Paris qui a continué à vivre comme si de rien n'était. Yvette Lebon, qui a su diversifier ses relations, n'est pas inquiétée, contrairement à ses anciens amants Sacha Guitry et Jean Luchaire. Luchaire sera fusillé le 22 février 1946. Arletty est emprisonnée. Elle n'assistera pas à la première du film « Les enfants du paradis », dont elle est la vedette. Provocatrice, elle déclare « Mon cœur est français, mais mon cul est international ». Mireille Balin, elle, est arrêtée et violée par des FFI en septembre 1944. Elle mourra dans la misère et oubliée de tous. Elle symbolisait la France, une France dévoyée, une France qui aura subi le charme vénéneux, la séduction perverse de l'occupant. La foule demande des comptes à celles qui ont couché avec l'ennemi. Leur crime, la collaboration horizontale. Tout un rituel accompagne ces décapitations douces, orchestrées par des résistants de la 11e heure. Plus de 20 000 femmes seront ainsi tondues. C'est la fille sur laquelle on va, à travers une sorte de catharsis, faire peser ou concentrer tous les mauvais comportements de la période, en essayant de s'exonérer soi-même de ses fautes, de ses lâchetés, de son attentisme, et en faisant payer quelqu'un qui aura, par son comportement sexuel, en ayant couché avec les Allemands, choisi le mauvais côté de l'histoire. Les tontes ont lieu essentiellement dans les petites villes ou dans les villages, là où la collaboration horizontale prend une dimension extrêmement visible, là où les filles se sont affichées. Beaucoup n'ont pas la chance de Francine, qui échappe aux tontes grâce à sa mère, qui a fait passer son bébé pour le sien. Dans ma rue, 5 ou 6, qu'on leur a tondu les cheveux, presque en face de la coopérative, sur le trottoir de la coopérative, en face de chez mes parents. J'ai été voir. Et je me suis dit, oh là là, ça va être mon tour. On m'a rien dit. Lorsque une commune ou un village est libéré par le maquis, le premier acte d'autorité du maquis, c'est justement de tondre les femmes pour réaffirmer les droits de la nation et singulièrement des hommes sur la sexualité des femmes. On les tond pour marquer que leur corps appartient à la nation et donc aux hommes. Elles n'en font donc pas ce qu'elles veulent. On assiste en quelque sorte à la victoire posthume de Vichy. Vichy était obsédé par cette idée de souillure et de sexualité féminine déviante. Eh bien, qu'est-ce que font les hommes à la Libération? Ils veulent purifier. Il y a un rituel d'ablution. Beaucoup de femmes, après avoir été tondues, vont être soit plongées dans le bassin municipal, soit lavées à grande eau, parce que on suppose que leur corps a été sali, comme l'a été celui de la nation, par l'occupant. La tonte n'est pas la seule punition, c'est une des punitions. Il y aura 2000 exécutions sommaires chez les femmes ayant couché avec les Allemands. C'est aussi le fait d'avoir appartenu à des organisations collaborationnistes, d'avoir porté des uniformes, de s'être affiché avec des soldats allemands, d'avoir dénoncé. Pour les Françaises qui se trouvent du bon côté de l'histoire, c'est le début d'une idylle avec leur sauveur. Quand les Américains sont arrivés, c'était tout à coup tout qui explosait. Vous savez, on oublie tout de ce que c'était que la guerre. Ils étaient beaux, bien nourris, innocents, trouvant que les Parisiennes étaient toutes ravissantes, parce que pour elles, la petite femme de Paris, et même moi, je passais tout à coup grande séductrice. Les Américains venaient pour 8 jours, 15 jours, ils restaient pas. Donc c'était pas des risques d'histoire d'amour compliqués. On s'envoyait en l'air, quoi, ce qu'on n'osait pas dire à l'époque. Et comme on parlait très bien anglais avec ma sœur, parce que ma mère travaillait, qu'on a été élevée par une nanny anglaise, bon. Alors on s'est inscrite avec beaucoup de jeunes filles de très bonne famille,
comme pour être hôtesse, pour emmener visiter le Louvre, la Tour Eiffel, etc. avec les Américains. Et puis on avait droit à une soirée dansante par semaine. On découvrait le whisky, les cigarettes, le jazz. Tout à coup, c'était la folie. Et j'ai vécu une période folle et connu plusieurs types d'ontins. Ils ne savaient rien de la culture, mais ils étaient magnifiques. Très très beaux, genre Gary Cooper, comme ça. Quelqu'un que j'aurais jamais osé regarder en français. Mais en américain, bon, on faisait n'importe quoi. Et on a eu une idylle ensemble. J'étais plutôt bien habillée, puisque j'avais les robes de ma mère. Elle commençait à me regarder de travers parce que j'amenais tout le temps du whisky. Mais comment elle obtient tout ça? Elle devait bien se douter. Mais c'était tellement agréable, ils n'ont rien dit. Et il m'a demandé en mariage. Et l'idée de partir en Amérique avec quelqu'un qui connaissait ni Voltaire, ni Louis XIV, ni rien de français. Alors je lui ai dit, je ne peux pas t'épouser. Je peux t'aimer, je ne peux pas t'épouser. Et on s'est séparés en pleurant beaucoup. J'ai fait mon éducation sexuelle, mon éducation pas érotique, parce qu'ils n'étaient pas très érotiques, ils étaient vraiment là pour la simplicité de la rencontre. Et j'allais à l'hôtel Crillon, où il y avait ce bal au rez-de-chaussée, et on était invités au premier à 8h si on n'avait plus un Américain. Il y avait In the Chapel, in the Moonlight, tous ces merveilleux airs romanesques, je me suis complètement laissée aller. Et pendant 3-4 mois, j'ai vécu une jeunesse que j'avais jamais vécue. Puis je me suis dit, avec les Français, maintenant, je sais faire, je vais me débrouiller.